Samedi 3 décembre, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est le journal sur Al24 News. Voici les titres. Sur invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le roi de Jordanie Abdallah II est arrivé à Alger pour une visite d'État de 2 jours. Deuxième et dernier jour de la conférence au Coco consacrée à la cause sahraoui. Un rendez-vous qui réitère une fois de plus le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Un accord des 27 pays membres de l'Union européenne pour plafonner le prix du baril du pétrole russe à $60. Quelles seront les conséquences d'une telle décision? Élément de réponse dans notre journal. L'île de Java en Indonésie, secouée par un séisme de magnitude 5,7. La même région a été endeuillée par un tremblement de terre il y a quelques jours, faisant plusieurs morts. Bonsoir à tous, voilà pour les titres et nous vous le disions, selon un communiqué de la présidence, le roi de Jordanie, Abdallah II, est arrivé à Alger pour une visite de travail entamée dès ce samedi 3 décembre, une visite d'État de 2 jours en Algérie sur invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans les territoires palestiniens, le choc est immense après l'exécution odieuse du jeune Ammar Hamdi Moufleh par les forces sionistes dans la ville de Hawara au sud de Naplouse, assassiné de sang-froid et en public par 4 balles tirées à bout portant alors qu'il était par terre acculé de force, non armé et sans aucune défense. Les détails avec Khaireddine Batache. Une scène filmée, digne du Far West. Des images choquantes d'un crime documenté sur place et qui ont fait le tour du monde en quelques minutes. Un jeune Palestinien est victime d'une exécution sommaire dans la rue par les forces de l'occupation sioniste dans la ville de Hawara au sud de Naplouse, dans son propre pays. Un énième assassinat avec préméditation commis par les colons usurpateurs de terre, usurpateurs de la vie. Le silence de la communauté internationale est à chaque fois plus assourdissant. Âgé de 23 ans, le jeune martyr Ammar Hamdi Moufleh rejoint la liste des héros palestiniens tombés sous les balles lâches et perfides des forces sionistes. Mohamed Zhoura, Cheikh Yassine ou encore plus récemment Shirin Abu Aqla, ainsi que des milliers d'autres. En effet, pas moins de 10 Palestiniens assassinés en 72 heures. Le constat est amer. Il est fait par un allié, un soutien indéfectible de l'entité sioniste. L'Union européenne vient d'appeler à l'ouverture d'une enquête pour usage de la force létale contre les civils palestiniens. L'escalade meurtrière qui a lieu actuellement contre le peuple palestinien dans plusieurs régions des territoires occupés nous rappelle chaque jour qu'il fait l'objet d'une entreprise d'extermination, un projet de génocide organisé par une entité occupante armée jusqu'aux dents, se croyant au-dessus du droit international et encouragée par une impunité scandaleuse vis-à-vis du droit et des résolutions des Nations Unies. Des Nations Unies n'ayant même pas daigné jusque-là condamner ce crime barbare et odieux. Et une communauté internationale occidentale complice, elle apporte d'une part soutien financier et logistique à cette entreprise destructrice, ferme les yeux et fait la sourde oreille d'autre part, sans doute trop occupée à chercher des poux au Qatar qui triomphe de par l'organisation de sa Coupe du Monde. Isolés du monde, les Palestiniens ont soif de justice et de liberté. Les quelques réactions fades et éparses des pays voisins Et le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a appelé les Nations Unies à proposer une nouvelle initiative de paix au Moyen-Orient afin de mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens. Cet appel a été lancé lors d'une rencontre virtuelle organisée par la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale au siège de l'ONU à New York en vue de marquer la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.
Le chef du gouvernement a notamment exhorté les membres de l'ONU à tenir l'entité sioniste pour responsable des crimes qu'elle a commis contre les Palestiniens. La 46e conférence sur le Sahara occidental au Coco s'est achevée ce samedi à Berlin en Allemagne. Pour ce dernier jour, la conférence au Coco a réaffirmé son soutien au principe d'autodétermination au peuple du Sahara occidental et appelle l'Organisation des Nations Unies ainsi que le Conseil de sécurité de l'ONU à mettre en œuvre le référendum au Sahara occidental comme le prévoient les accords de 1991 et de 1997. Coup de froid entre l'UGTT et le gouvernement tunisien suite aux réformes économiques rejetées par l'Union générale tunisienne du travail, y compris la suppression des subventions sur les matériaux de base et le gel des salaires et de l'emploi dans le secteur gouvernemental et le rejet par l'organisation syndicale de toute option compromettant le pouvoir d'achat des Tunisiens. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur le plafonnement à $60 par baril du prix de pétrole russe, et ce dans le but de limiter les revenus russes permettant à Moscou de financer l'effort du conflit qui perdure depuis le 24 février 2022 selon les membres de l'Union européenne. Les détails avec Safwan Ben Sabri. C'est d'un commun accord que les pays de l'Union européenne, suivis du G7 et de l'Australie, ont décidé de mettre en place un plafonnement des prix du pétrole russe à $60 le baril, et ce dans une volonté de limiter les revenus russes tirés de la vente de l'or noir à l'Union européenne. Depuis le début de la guerre, la Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'Europe, mettant l'Union européenne dans une position paradoxale qui finance malgré elle l'opération militaire russe en Ukraine. Un plafonnement de cette nature est une première, il est donc difficile d'anticiper les conséquences. La volonté européenne d'asphyxier l'économie russe pourrait provoquer une instabilité des cours mondiaux du pétrole. Quelques heures après l'annonce du plafonnement, ces effets se font déjà ressentir. Le Brent de la mer du Nord ainsi que le baril texan ont connu une légère baisse. Certains observateurs déclarent cependant qu'un tel plafond serait difficilement applicable. L'hiver en approche, les demandes en pétrole et en hydrocarbures de façon générale ne sauraient prendre en compte un tel dispositif. En outre, les marchés pétroliers sont suspendus à la réunion de l'OPEP prévue ce dimanche qui ne manquera pas de peser sur les cours de l'or noir. Et on revient à l'événement continental, la 46e conférence sur le Sahara occidental, je vous le disais, au Coco, qui s'est terminée ce samedi à Berlin, en Allemagne. Pour ce dernier jour, la conférence de l'OCOCO a réaffirmé une fois de plus le principe à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Les détails avec Lila Gertal. Le groupe interparlementaire algérien réuni hier à Berlin au Bundestag dans le cadre de la 46e conférence de l'OCOCO a clos ses discussions avec les parlementaires allemands sur une déclaration finale soutenant à l'unanimité le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, dénonçant le plan d'autonomie qui ne fait que consacrer le fait colonial marocain. Les parlementaires algériens et européens ont pointé du doigt l'escalade de la violence marocaine dans les territoires occupés sous le silence de la communauté internationale et l'impunité dont jouit l'occupant marocain. L'intergroupe parlementaire a aussi saisi l'opportunité pour réitérer son appui à la lutte du peuple sahraoui contre l'occupant marocain et le soutien de son droit légitime à l'autodétermination conformément à la légalité internationale et aux décisions des Nations Unies. Interpellant par la même occasion l'ONU à faire face à ses responsabilités et ne pas se dérober à son rôle dans la tenue et le respect du rendez-vous référendaire comme seule issue à la crise sahraoui, sans omettre la situation des droits de l'homme de plus en plus déplorable sur les territoires sahraouis occupés.
Enfin, pour conclure, le groupe interparlementaire algérien a convenu avec ses pairs européens et allemands d'une session de discussion sur le dossier sahraoui se déroulant à Alger en 2023 pour suivre de près le plan d'action en faveur d'élargir le champ de travail sur le dossier sahraoui sur un plus grand éventail. En France, un éventuel week-end de grève dans les gares françaises. Une grève lancée par un collectif de contrôleurs, ce qui a contraint la SNCF à annuler 60% de ses TGV et intercités de vendredi à dimanche et laisse craindre de nouvelles perturbations lors des fêtes de fin d'année. Une reprise progressive est envisagée à partir de lundi avec 3 trains sur 4 sur tous les axes. Nous vous le disions en titre, un séisme de magnitude 5,7 a frappé l'île de Java en Indonésie, où un autre tremblement de terre avait fait plus de 300 morts il y a 2 semaines. D'après le service géologique américain USGS, selon la même source, le séisme s'est produit à plus de 100 km de profondeur et à 18 km au sud-est de la ville de Banjar, dans l'ouest de Java. Au Pérou, le président Pedro Castillo dit rester au pouvoir quoi qu'il arrive, en référence à la décision du Parlement de débattre de sa destitution la semaine prochaine. Une déclaration qui survient dans un contexte de début d'une crise politique. Pour rappel, l'instance législative péruvienne, dominée par l'opposition de droite, a approuvé jeudi le débat d'une nouvelle motion visant à destituer le président péruvien. Ni les attitudes antidémocratiques, ni les intérêts mesquins et subalternes ne prévaudront. Nous sommes convaincus que les secteurs démocratiques du Parlement ainsi que les forces sociales de notre pays se tiendront du côté de l'institution et de la gouvernance. Culture, festival international du cinéma engagé, a été ouvert hier à Alger à la salle Ibn Zaidoun. Un événement culturel phare et un espace de soutien aux causes justes et contre toute forme de colonisation. Le Festival international du cinéma engagé revient après une absence de plus de 3 ans en raison du Covid-19 qui a beaucoup influé sur le paysage culturel. Il revient donc aujourd'hui dans une édition très forte qui connaît la participation de nombreux pays en plus de l'Algérie, des pays africains, méditerranéens et arabes. Comme nous l'avons connu par le passé, ce festival s'inscrit dans le cadre du film engagé qui défend les causes justes dans le monde. Durant 10 jours donc, 10 films seront projetés, dont 25 dans la compétition et 6 films qui seront projetés pour la première fois. Du coup, je suis ici avec un diptyque de 2 films qui sont créés à la base des archives, filmés par un homme qui s'appelait Stevan Labodovic, qui était le caméraman personnel du président yougoslave Tito. Un film raconte la naissance du projet du tiers-monde et l'autre film raconte la guerre d'Algérie, encore une fois filmé par lui pendant 3 ans au sein du Front de Libération Nationale. Stevan Labodovic était un homme assez reconnu en Algérie pour son travail, mais complètement méconnu à Belgrade, ma ville natale, parce que je suis serbe, je viens comme lui de la Yougoslavie. Et c'est en le rencontrant ici à ce festival, quand il était l'invité d'honneur en 2014, que j'ai commencé cette amitié avec lui, en fait, que ces films sont nés. Pour moi, la projection à Alger de ces 2 films est la projection la plus importante que je vais faire. Donc pour moi, en fait, c'était essentiel de venir ici et de montrer ces 2 films ici. De la culture au sport, Coupe du Monde de FIFA 2022, début des 8e de finale ce samedi avec une affiche à suivre entre l'Australie et l'Argentine ce soir. Les coéquipiers de Lionel Messi ont fini premier de leur groupe avec 6 points en dépit d'un mauvais départ. Cette rencontre a été précédée par l'affiche entre les Pays-Bas et les États-Unis au stade Khalifa à Doha. Les Néerlandais ont battu les États-Unis par le score de 3-1. Les Pays-Bas se qualifient ainsi pour les quarts de finale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.